Notre deuxième invité, c'est un confrère, Monsieur Eli Mondonga, mais il intervient également dans sa qualité d'analyste politique. Ce soir, bonsoir, bienvenue et très heureux de vous recevoir. Merci, le plaisir est plutôt le mien. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu. Merci beaucoup. Ça c'est très bien. Avec vous, on va parler un tout petit peu des questions d'actualité. J'ai dit que c'était une semaine très riche en actualité. Il y a notamment la rentrée scolaire, là, avec les conséquences de l'agression ou plutôt de l'occupation. Mieux, on dira en ce moment. Vous avez suivi, par exemple, le vice-premier ministre de l'Intérieur affirmer devant la presse que les élèves sous les zones occupées ne bénéficierait déjà plus de la gratuité de l'enseignement. Une réaction à chaud quand même de votre part. C'est difficile hein, de comprendre ces propos parce qu'en même moment, je ne sais pas si les élèves sont des responsables de cette agression ou sont des victimes. Mais de l'autre côté, on a aussi vu que les rebelles ont fait une rentrée scolaire qu'ils ont médiatisée. Moi, la question que je me pose, est-ce que les élèves qui sont dans des zones occupées seront-ils pris en charge dans les calendriers scolaires nationaux? Sinon, pourquoi seraient-ils des victimes d'une situation qu'ils n'ont nullement demandé? Est-ce que ce sont seulement ces images-là, peut-être, qui ont énervé personnellement, oui, c'est-à-dire la personne de Jacquemain Chabani, pour réagir de la sorte, ou bien il y a eu vraiment un projet d'agir de la sorte, parce que j'ai vu ensuite que la ministre de l'Éducation nationale a publié un communiqué pour dire que sous les zones occupées, les parents n'ont pas à donner un rond. Effectivement, le communiqué de la ministre était un communiqué qui englobait tout le monde. Si la réaction du ministre est une réaction personnelle, tant mieux, parce que moi je ne voudrais pas que les élèves qui n'ont rien demandé, parce que nous on a de la famille là-bas, ils n'ont rien demandé. Je pense que l'agression aujourd'hui, c'est de la responsabilité totale et de l'État et des agresseurs. La population est une victime, donc elle ne doit pas être doublement victime. Déjà, la situation des fonctionnaires est très difficile à supporter. Ceux qui ont des familles là-bas savent de quoi je parle. Pour que les gens vivent là-bas, il faut que l'argent vienne de Kinshasa et ailleurs, ce qui est très compliqué. On ne va pas rajouter les écoliers, les élèves avec toute une année scolaire qui risque d'être hypothéquée. Je pense que s'il a dit ça de manière personnelle, si c'était une frustration personnelle, tant mieux. Mais si c'est vraiment une parole du gouvernement, à mon avis, ça sera un peu triste de sacrifier les élèves de cette façon, puisqu'ils n'y sont pour rien. Elles sont des paroles quand même très extrêmes qui se répètent ces derniers temps, parce qu'il y avait le président de la République qui a demandé à toutes les personnes qui proposent des médiations, citant entre guillemets et entre les lignes la fondation Thabo Mbeki de l'ancien président sud-africain, d'aller fouetter ses propres chats, que les problèmes des Congolais se régleront entre Congolais. On a senti qu'il y a quand même des extrémités qui sont prises en ce moment du côté de Kinshasa par rapport à cette crise. La parole du chef de l'État, moi je peux le comprendre parce qu'on est déjà dans un processus de discussion au niveau de Doha. Il ne faut pas non plus que tout le monde en profite voilà, de ce qui se passe pour venir y mettre son nez, comme on dirait. Je n'ai pas compris l'initiative de la fondation Thabo Mbeki, personnellement. D'abord, l'organisation est à déplorer. Vous avez vu que même les opposants qui ont accepté d'y aller n'ont pas pu parce que simplement, voilà, il n'y avait pas de visa. C'était dernière minute. Effectivement. Et comme d'habitude, en tant que bon opposant, c'est le pouvoir qu'on accuse. Effectivement. Alors que on fait un peu de la com là-dessus. C'est toute une démarche. Tout à fait. Et vous allez voir que M. Thabo Mbeki, qui était un ancien président de l'Afrique du Sud, n'a pas suffisamment bien organisé les choses. Bon, attendons voir ce qui sera. J'ai vu quand même que M. Joseph Kabila était déjà là-bas. Attendons voir les conclusions. Il a été aperçu sur place, lui, directement, ou bien ses délégués? Non, lui, il y a une vidéo de lui où on lui a fait une petite interview. C'est pas une ancienne? Je ne pense pas. Je pense que c'est récent. Oui, je pense que moi, c'est récent. Moi, j'ai cru voir le monsieur de la FCM23, l'élancé là, le porte-parole. Laurence, voilà, Laurence Kanyuka. Lui, j'ai cru le voir dans la salle avec Thabo Mbeki, mais sans plus. Hein. Les autres,
Parce qu'à Kinshasa, aucun opposant n'a pu faire les déplacements. Il n'y avait pas, l'organisation était assez mal faite. Trop juste. Trop juste. Ça ne s'est pas bien passé. Mais moi, je disais tantôt que je comprends la parole du chef de l'État. Il ne faut pas non plus multiplier. Voilà, porte à tout le monde. Voilà, même si c'est un peu contradictoire, parce qu'à un certain moment, le président de la République disait qu'en interne, il n'y a pas besoin de dialoguer, tout va bien. Le problème, c'est le voisin rwandais. Donc, je n'ai pas à dialoguer avec les Congolais. Oui. Moi, je vais dialoguer avec le voisin rwandais. Mais là, ça change. Moi, je le disais à l'époque. Je disais que vous savez, le problème chez nous, c'est notre communication politique. On est resté dans ces dictons comme quoi la politique, c'est l'art de déformer la réalité, alors que ça ne devrait pas l'être. Moi, je disais à quelqu'un, je dis, quand on rentre dans cette propagande de désigner l'ennemi, c'est très très bien, parce qu'on va rassembler l'opinion nationale derrière une cause, derrière un ennemi commun. Mais les terrains ont montré qu'on n'a pas la capacité militaire d'éteindre cette rébellion. On n'a pas la capacité militaire d'en finir. Donc la seule capacité qui nous reste, c'est la capacité diplomatique. Il va falloir dialoguer. Donc à un certain moment, quand on dit tout le temps que Kagame c'est un ennemi et que demain on va devoir discuter avec lui, ça va faire que la communication politique serait contradictoire. Alors qu'on savait depuis le début de cette crise que la solution sera d'aller le voir pour négocier. Quand on est allé à Washington, Washington a dit la même chose, que la solution militaire n'était pas possible. C'est que toute la sous-région disait qu'il fallait négocier. C'est Washington qui a ramené Kigali sur la table. Et aujourd'hui qu'on a un accord avec Kigali, on ne peut dire autrement que voilà, il fallait négocier. Mais les problèmes à comprendre étaient à double niveau. Il faut discuter avec Paul Kagame parce que son armée était concernée dans l'agression, dans la prise de Goma. Mais il faut aussi discuter avec ceux qui ont pris Goma parce que c'est des Congolais. Ils se revendiquent congolais. En tout cas, on ne va pas régner la nationalité congolaise à Corneille Nangaa et les autres. Donc, ils sont organisés, ils sont venus, ils ont pris des territoires. Il faut absolument parler avec eux. Parler avec eux pour voir dans quelle mesure ramener la calmie. Et moi, j'exhorte la classe politique de le faire un peu plus rapidement parce que la population est prise en étau entre les intérêts politiques et les guéguerres politiques. Et ça ne nous amène pas, ça ne nous avance absolument en rien. Il faut un dialogue. Avec un bémol, moi je dis, le dialogue n'est pas la finalité. Le dialogue est un préalable à la résolution du problème congolais. Parce que, souvenez-vous, qu'on a dialogué à Sun City, on a eu une feuille de route, mais 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard, on est revenu à une crise qui ressemble trait pour trait à la crise de 97-98. Vous comprenez? Donc le problème aujourd'hui de la gestion ou de la gestion de l'État congolais, c'est la qualité de l'élite. Mais vous parliez tout à l'heure de discours, vous parliez tout à l'heure de communication politique, qui est une faiblesse. Mais même quand on parle de dialogue, il faut s'asseoir, ok, mais il y a des versions de bout en bout. Si les opposants de leur côté réclament, non, voilà, M. Tshisekedi doit partir, lui de son côté, le président Tshisekedi dit non, on ne devrait pas avoir ceux qui sont inféodés. Donc, ça ne sera que sur sa propre initiative. Certains Congolais et pas les autres. Ouais. On sent que ceux qui sont à l'initiative, notamment les évêques, Senko et CC, et tous les autres chefs religieux qu'on a ajoutés par la suite, se retrouvent un tout petit peu coincés. On va faire la table, mais pour que qui se mette autour? C'est comme ça que je disais tantôt que le problème, c'est la qualité de l'élite que nous avons aujourd'hui. Cette élite, d'ailleurs, je vous fais remarquer que toute la classe politique qu'on a aujourd'hui est arrivée en politique dans les années 90, justement, avec l'arrivée de la démocratie, pour lutter contre la dictature. Donc, c'est des gens qui sont arrivés, à peine arrivés, ils ont dû essuyer la crise de 97, 98, ensuite ils sont allés au dialogue. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça se démontre que cette classe politique a complètement échoué parce que c'est eux qui ont construit cette république avec Sun City et que 20 ans plus tard, on se retrouve avec une crise qu'ils étaient censés résoudre. Vous vous rappelez? Rappelez-vous que la Constitution avait la mission de régler le problème de la légitimité, avait la mission de régler le problème de retour militaire au pouvoir, mais on s'est rendu compte que cette mission n'a pas été accomplie. Pourquoi? Parce que l'élite politique, depuis 30 ans, est une élite, excusez-moi de le dire, mais médiocre, dans son ensemble. Ça veut dire que c'est des gens, à la place de servir l'État, ont pris l'État en otage pour se servir eux-mêmes. Et ça, c'est un constat de 30 années d'échec des partis politiques. Pas de l'échec de la démocratie,
mais on n'a pas su construire des appareils politiques qui fonctionnent, qui peuvent prêter main forte à l'État pour que l'État fonctionne ensuite très bien à son tour. Et aujourd'hui, on est coincé un peu comme en 1960 ou en 1990, entre les égos des acteurs politiques. Celui-ci menace, celui-ci dit ceci, et ça fait que... cela, mais il y a aussi cette affaire de culte de personnalité. Ça peut vous faire froid au dos quand vous regardez les vidéos de MPR, quand vous regardez les congrès récents, FCC, vous regardez ce que l'Union Sacrée nous a produit ce week-end, ça peut vraiment vous donner de la chair de poule. C'est un éternel recommencement. Effectivement. Quand on regarde l'histoire politique du Congo, on se rend compte, merci pour le mot, que c'est vraiment un éternel recommencement. Vous savez, depuis 1960, on est traversé par 3 esprits dans la sphère politique congolaise. Le premier, c'est l'esprit qui a traversé les années 60, ça veut dire les tribalistes. Vous vous rappelez de la guéguerre entre Lumumba et Kasavubu et Tshombe. En réalité, c'était au seul nom du fait que l'autre est du Congo central, l'autre est du Katanga et l'autre est du centre. Cet esprit-là a traversé, quand Mobutu est arrivé, Mobutu a essayé d'éteindre les tribalismes, mais il a inventé les Djalelo, donc un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Et pendant 30 ans... avec la corruption qu'il a institutionnalisée. Le coulage des recettes. Effectivement, pendant 30 ans, l'État a survécu au Djalelo, corruption, comme vous avez dit. Et la mentalité politique a tourné autour de ça. Et quand arrive 1990 avec Étienne Tshisekedi comme figure de proue, on vit les radicalismes. Ça veut dire l'opposition veut dire être contre. Monsieur, non. Voilà. L'opposition, ça veut dire être contre. Donc, ça fait qu'on ne s'est pas rendu compte, mais ça fait que les partis politiques ne se sont pas organisés autour de la gestion de l'État, mais ça s'est organisé autour de oui ou non. Donc on a passé, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, faire de la politique, c'est soit être oui-ouiste, soit dire non à tout. Et ça fait que c'est 30 années de vide. Donc il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de réflexion dans les partis politiques. Il n'y a qu'une question de positionnement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ceux qui étaient kabylistes hier sont devenus pur et dire, pour emprunter les mots du professeur. Jacques Joly, voilà, que lui-même on a vu aussi quand même, l'Union Sacrée. Même dans le vestimentaire. C'est un peu drôle de voir, mais c'est toute une mentalité. Malheureusement, on est une société où la politique, la parole politique a énormément pris de la place. Il n'y a plus de philosophes pour analyser, il n'y a plus de sociologues, parce que c'est un comportement qu'il faut analyser de manière sociologique et psychologique. Et vous savez, Félix Tshisekedi, monsieur le président de la République, à un certain moment, je crois que c'était lors de son premier mandat, il disait qu'il en ferait 2 maximum et qu'il partirait. Mais on a l'impression que là, on est en train de créer quelque chose qu'il n'était peut-être pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monstre qui va avoir besoin de beaucoup plus de temps que ce qui est prévu, un monstre qui est en train très stratégiquement quand même d'éliminer tous les adversaires potentiels au cas où il y aurait élection en 2028. La jeunesse a couru derrière Moutamba, il a été mis hors jeu. Il y a Vital Kamerhe là en ce moment qui est pétition sur la tête au niveau de l'Assemblée nationale à la rentrée. Il y a les Katumbi, les Kabila hors jeu, déjà en dehors du pays. Fayulu décrédibilisé un tout petit peu suite à son alliance, ainsi donc. Et puis c'est effrité. On est petit à petit en train de se retrouver sur un scénario où il n'y a pas d'autre alternative et on sera obligé de continuer avec celui qui travaille déjà. Et rajouter à ça le probable dialogue qui va arriver. Vous avez raison dans votre constat. Moi, quand le président de la République a gagné son second mandat avec 73%, j'ai dit que ce n'était pas normal. C'est déjà dangereux. Oui, c'était très dangereux. C'était un score très dangereux. Les autres ont trouvé ça brillant, mais dans un contexte politique qui était le nôtre, c'était un score très dangereux. Ça voulait dire simplement qu'il a fait une alliance avec les amis et les ennemis en même temps. Donc, je le disais que le second mandat va être extrêmement compliqué parce qu'il passera le temps à trier le bon des mauvais. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez, quand on devient président de la République, on est investi de la haute autorité. Et quand on fait une famille politique où il y a tout le monde, le problème c'est qu'en dehors de vous, il n'y a pas de cohésion.
Aujourd'hui, la cohésion de l'Union sacrée, c'est autour du président de la République. Donc, il y a forcément des gens qui lui disent, mais si vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez l'Union sacrée, si le président de la République n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ça sera un éclatement, mais déjà horrible. Qu'il est là, mais les violents ne s'accordent pas, ils s'entrent dedans. Effectivement, vous avez vu la tribune de M. Mbikaï, par exemple, récemment, après le congrès il a été critique avec des mots Je viens de voir encore aujourd'hui, il y a le président de la Ligue des jeunes du MLC qui a prétendu qu'après Tshisekedi s'est serré Jean-Pierre Bemba, mais on est en train de les taper dans les doigts comme pas possible. Ils sont en train de renier la patate chaude. Non, on n'a jamais dit ça, c'est pas ça notre vision. Non. On a peur d'envisager un après Tshisekedi. Et demain, c'est l'Union sacrée qui va faire tomber un président de l'Assemblée nationale, allié des tailles de l'Union sacrée. C'est-à-dire, c'est inconcevable. C'est comme ça que je disais à un moment donné, il faut une analyse sociologique de ce que nous traversons comme événement politique. Et vous allez vous rendre compte que on vit pratiquement la même chose. Si on ne fait pas attention, on est en train de reprendre, avec brio d'ailleurs, les événements de 60-64 et de 90 à 93. Ça veut dire que si on va dans ces sens, on risque d'avoir une crise politique, rajouter à une crise sécuritaire, parce qu'à cette allure, nous risquons les dédoublements des institutions, comme c'était dans les années 90 entre l'UDPS et les MPR, parce que l'Union sacrée va éclater. Imaginez que demain, Vital Kamerhe soit éjecté de son siège et qu'il parte avec ses députés de pacte. Ça va être sachant compliqué. Aussi de quelle ethnie ou tribu il est. C'est un leader swahiliphone. Effectivement. Avec tout ce qui se raconte, purge dans l'armée des swahiliphones. Donc, je pense que le moment n'est pas à vouloir crisper encore l'atmosphère politique. Moi, j'exhorterais vraiment les politiques à décrisper. Allons vers un dialogue, que les gens se parlent, que les gens discutent. Dans le préalable, d'abord faire revenir la paix et puis proposer un nouveau pacte social. Moi, j'aime beaucoup la proposition des évêques. Parce que la proposition des évêques, c'est une proposition globale. Mais la seule question que la proposition des évêques n'a pas posée, c'est la qualité de l'élite. Et c'est là où se trouve ma plus grande crainte. Parce que je me dis, on risque d'aller au dialogue, on aboutit à un nouveau cahier de charge, on va aux élections, ce qui va se passer, mais si on ne veille pas sur la structure politique qui doit être la plus fondamentale dans la démocratie, qui est les partis politiques, je vous le jure que 20 ans plus tard, je veux revenir ici, parce qu'on aura encore une rébellion à l'est de la République, on aura encore un problème d'intégrité, on aura un problème d'intégration identitaire. En espérant que le pays reste entier pendant tout ce temps-là. Justement, c'est ça le problème. Donc il faut à un moment donné qu'on fasse un effort au-delà de la paix, d'avoir une élite politique de qualité. Parce que, M. Christopher, le problème congolais est trop maquillé par les intérêts politiques. En vrai, c'est la mauvaise gestion de l'État, tout court. Parce que quand vous regardez la crise sécuritaire, c'est des frustrations qui est due à quoi? À des accords et à des alliances auparavant qui ne ressemblaient pas aux normes étatiques, tout simplement. Ça veut dire que les gens se sont rencontrés au nom des intérêts des uns et des autres, ils ont boutiqué des choses, après quand ils ne l'ont pas respecté, ils sont revenus pour prendre la République en otage. Et ça, c'est un problème de gouvernance. Ça, c'est un problème de leadership. Donc, c'est les problèmes qu'il faut résoudre absolument. Et moi, je me disais à un moment donné que la génération qui arrive fera le bon diagnostic, la belle analyse pour que, quand elle rentrera dans les affaires, elle corrige certaines choses. Mais quand je vois l'engouement des jeunes, simplement autour de ce besoin, eux aussi, de se retrouver... Ils ont appris à mauvaise école. Bah, évidemment, de rentrer dans les institutions. Moi, j'ai vraiment peur qu'on reste le pays d'un éternel recommencement. Et si ça continue, vous savez qu'on a connu un coup d'État en 65 qui était dû justement à l'incapacité de la classe politique à gérer l'État. C'était ça le prétexte? 97, c'était exactement la même chose parce que l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, même si beaucoup diront que ce n'était pas un coup d'État, que Mobutu n'était pas légitime, mais il était là depuis 32 ans. Mais l'arrivée de l'AFDEL à Kinshasa, c'était en raison du fait que depuis 90 jusqu'à 97, il y avait une instabilité politique, mais incroyable. Et si nous continuons avec une instabilité politique, bah, la lecture est simple. Quand vous faites une analyse, on va se réveiller un matin, les événements de 65 et de 97, sachant que ce sont des événements qui généralement font reculer une nation de beaucoup d'années, parce que ça va stopper
énormément de dossiers en cours, énormément Totalement. de progrès. Et ça va faire qu'il y aura trop d'arrivistes dans la gestion de l'État. Et c'est ça qui fait qu'on n'essaie pas à avancer. Moi, j'entends beaucoup de gens dire oui, l'infiltration. Oui, on peut admettre qu'il y a eu beaucoup d'infiltration étrangère, mais toutes les nations infiltrent les autres nations. Récemment, on avait appris que la Chine, par exemple, espionnait l'Allemagne, les États-Unis. Ça, c'est de la coutume des États. Mais quand on vous infiltre aussi profondément, la question à se poser, c'est votre capacité à vous, en tant qu'État, à faire face aux autres États. C'est ça notre plus grand problème. Et tout ça arrive parce qu'on ne sait pas organiser la gestion de l'État. On ne sait pas organiser l'État. L'État ne fonctionne pas complètement. Si l'État fonctionne complètement, ça veut dire que l'administration va être correcte, l'armée va être organisée, tous les secteurs de la vie nationale vont être organisés. Et malheureusement, on tend encore vers une triste réalité qu'on a déjà vécue. Mais quand je regarde la classe politique, j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte. Vous savez, aujourd'hui, si on ressuscite Lumumba, on ressuscite Kasavubu, on ressuscite Tshombe, ça ne leur prendra pas 5 minutes. Ils auront droit au débat public. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Absolument pas. Aujourd'hui encore, on a des questions d'ordre d'intégration identitaire, comme quoi les Tutsis, les Banyamulenge, ça devrait être résolu. Ça devrait être résolu. Mais la pensée intellectuelle a été prise en otage par la pensée politique. Et la pensée politique étant totalement orientée, elle ne permet pas effectivement que nous arrivons à résoudre nos problèmes. Donc ça craint énormément. Et moi, j'exhorte vraiment la classe politique. J'appelle aussi la classe intellectuelle, les professeurs, les élites. Il faut à un moment donné que la parole intellectuelle se libère également. Et c'est parce aussi qu'on a l'impression que les intelligences ont laissé faire les politiques, les plus bruyants. Effectivement. Donc celui qui parle trop, c'est lui qui sera tout le temps... voilà. Et permettez-moi de vous taquiner, de nous taquiner tout petit peu. C'est aussi notre rôle des médias. Qui est-ce qu'on fait venir matin, midi, soir? C'est ça le problème. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Est-ce qu'on doit vraiment aujourd'hui captiver l'étang médiatique à entendre de gens qui viennent pour parler des hommes, qui viennent pour dire « Ah oui, tel, sans lui, il n'y a rien ». Un peu comme disait Alèche, c'est un peu du wenge dans la politique, effectivement. Et quand on voit ce que l'esprit wenge a produit dans la musique, moi, j'ai pas envie qu'on le vive en politique, qui quand même est une sphère de gestion des affaires sérieuses. On peut se priver de ne pas écouter la musique, mais on ne peut pas se priver de route. Voilà, on peut pas se priver réglemente tous les secteurs de la vie. Si la gestion de l'État est devenue un club d'amis comme depuis 30 ans, c'est triste. Moi, je pense qu'on a une responsabilité, nous, les hommes des médias également, parce qu'on a un pouvoir en termes d'influence de mentalité. Il faut faire venir les gens qui ont le temps d'analyser, qui ont le temps de décrypter et qui ont le temps de dire ce qui ne va pas et de proposer des solutions. Peut-être que comme ça, on arrivera à une organisation politique différente, parce que si on continue, on ne sait pas d'où ça viendra cette fois-là, la balkanisation. Parce qu'il faut savoir que les Soudans, c'était un, aujourd'hui on a deux. La Libye, c'était le plus puissant d'Afrique. Aujourd'hui, ça ne représente absolument rien. Donc la République démocratique du Congo n'est pas spéciale, surtout que nous sommes au cœur des intérêts de beaucoup de nations. Si on ne sait pas s'organiser, les gens vont venir nous organiser à leur manière. Et ça sera triste. Merci beaucoup, M. Limundonga, pour cette très belle et fraîche analyse. Merci Je rappelle, beaucoup. vous êtes journaliste, comme vous l'avez dit vous-même, et vous êtes intervenu en qualité d'analyste politique pour décrypter l'actualité de l'heure. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. D'ailleurs, je signale un peu à pied levé. Oui, à pied levé, mais bon, ça m'a fait plaisir. Tout à fait. Merci également à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. On va laisser la place au plateau pour la grande édition du journal avec Arlette Boutella qui va commencer dans tout au plus 10 minutes.